Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Après 22 semaines d'activité dans la Premier League, énormément de mouvements et énormément évidemment de choses à vous parler. Donc on vous fait un wrap-up des 20 équipes de la Premier League, leur classement, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans chacune des équipes. Commençons avec Liverpool qui sont premiers du classement de la Premier League avec 21 matchs joués puisqu'ils ont manqué un match contre Everton. Donc ils ont un match en main de tout le monde dans la ligue. 15 victoires, 5 matchs nuls et une seule défaite face à Nottingham Forest, une équipe qui surprend énormément cette année. Une défaite le 14 septembre dernier de 1-0 à Anfield en plus. Donc vraiment toute une surprise Nottingham Forest, on pourra en parler plus tard, mais vraiment depuis les débuts de Arne Slot avec Liverpool, moi personnellement je pensais qu'il allait avoir j'avais beaucoup de doutes sur Liverpool parce que je me suis dit avec Jürgen Klopp ça avait tellement été un règne si on veut de Jürgen Klopp à Liverpool, tellement rempli de succès et de grandes choses, une victoire à la Premier League, une Champions League et parmi d'autres trophées qu'ils ont gagnés avec Jürgen Klopp. Est-ce que Arne Slot allait être au niveau de Jürgen Klopp, au haut niveau du club avec des grands joueurs comme Mo Salah? Et vraiment, cette saison, ça a été absolument exceptionnel. Liverpool ont été absolument indestructibles, à part leur défaite contre Nottingham Forest. On parle de 50 buts marqués en 21 matchs. Seulement 20 buts concédés, 9 matchs parfaits sans avoir accordé le moindre but. En plus d'une victoire à leur dernier match de 2-0 face à Brentford. Donc vraiment, Liverpool est vraiment l'équipe du moment et ils sont vraiment les favoris pour aller gagner la Premier League avec énormément de confiance, non seulement au classement, mais au niveau de l'équipe. Avec un Mohamed Salah qui est vraiment au top de sa forme cette saison. Moi aussi, un peu comme Jay, quand Arne Slot est arrivé, j'avais un peu de doute, vu à ce que Jürgen Klopp avait réussi à faire tout au long de ces saisons-là avec l'effectif de Liverpool. Mais je pense que la transition a vraiment été bien faite, beaucoup mieux en tout cas que ce que je pensais, parce que si on regarde vraiment l'effectif, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont partis ou arrivés. C'est vraiment quand même le même effectif que Jürgen Klopp avait dans les dernières saisons où ils ont réussi à avoir du succès aussi. Le seul joueur vraiment qui est nouveau du côté de Liverpool cette saison, c'est Federico Chiesa. Et malheureusement pour lui, ça va pas très très bien. 2 apparitions seulement sur 21 matchs joués et aucun but, aucune passe. Seulement 2 tirs au but. Donc vraiment, Chiesa, ça va pas très bien. Lui qui était une star vraiment avec la Juventus en Italie, il y a de ça quelques saisons. Mais vraiment, depuis son arrivée avec Liverpool, ça fait vraiment dur, si on veut le dire. Puis va falloir voir dans le reste de la saison si on va plus l'utiliser. C'est quand même difficile à son poste à lui, vraiment, à l'aile, de l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'aile du côté de Liverpool qui sont un peu irremplaçables. Je pense à Salah, Luis Diaz, Cody Gakpo aussi qui peut jouer à l'aile. Et donc c'est vraiment un peu difficile pour Chiesa de se faire une place vraiment avec Liverpool. On va voir vraiment, comme j'ai dit, si dans le reste de la saison, il va réussir un peu à se faire une place. Ça reste quand même à voir. Sinon, comme j'ai dit, c'est vraiment le même noyau de joueurs vraiment qui fait partie de la formation de Liverpool. Donc, je pense que Arne Slot, en arrivant avec l'équipe, il avait déjà toutes les munitions pour continuer le travail que Klopp avait fait auparavant. Puis je pense qu'encore une fois, cette saison, ça paraît. Malgré certaines blessures, il faut aussi le préciser, on a perdu Alisson Becker pendant quelques rencontres, approximativement 9 matchs où Alisson Becker n'a pas été dans les filets de Liverpool, puis on a quand même réussi à avoir d'excellents résultats. Kelleher, qui a été, lui, le remplaçant pendant 8 matchs, a quand même 3 jeux blancs durant cette période. Il a concédé que 9 buts. Donc, on peut voir que même si les joueurs réguliers sont pas là,
On a des remplaçants qui font quand même le travail, puis ça permet à Liverpool d'être premier au classement avec une quand même très bonne avance, surtout grâce aux résultats au dernier match face à Brentford où on a gagné 2-0 dans les arrêts de jeu. Donc vraiment, Liverpool, pour le moment, semble être en voie de remporter la Premier League cette saison. Et oui, Liverpool en première position, c'est surtout grâce à leur attaque avec Luis Diaz qui a joué 20 matchs, il a 8 buts, 2 passes décisives. Donc on voit très bien que Luis Diaz est encore présent comme la saison dernière. Aussi que Darwin Núñez, lui qui a joué 16 matchs, c'est un peu plus difficile pour lui, donc c'est pour ça qu'il a juste joué 16 matchs, qui a 4 buts, 2 passes. Ensuite, le meilleur de la Premier League actuellement, qui a joué ses 21 matchs, Mohamed Salah qui a 18 buts, 13 passes décisives. C'est lui qui a le plus de buts et de passes décisives en ce moment dans la Premier League. Ensuite, Cody Gakpo, qui a aussi joué 21 matchs, a 6 buts, 2 passes décisives, aussi bon que la saison dernière. Et du côté de Diogo Jota, qui a seulement joué 13 matchs, malheureusement à cause d'une blessure, il a 5 buts, 2 passes décisives. Et comme Étienne a mentionné, Federico Chiesa qui a juste joué 2 matchs parce qu'on n'a pas trop besoin de lui pour le moment grâce à ces attaquants-là. Et une petite parenthèse de la dernière partie, j'avais mentionné que Darwin Núñez était un peu difficile en ce début de saison, mais c'est grâce à lui qu'on a gagné le dernier match 2-0 contre Brentford qui a marqué les 2 buts en temps supplémentaire. Je pense que ça, c'est une preuve vraiment définitive, non seulement des succès de Liverpool, mais vraiment d'un système offensif qui marche, mais aussi d'un système défensif qui ferme le jeu. Comme j'ai dit, c'est quand même 50 buts marqués contre seulement 20 concédés. C'est la meilleure équipe avec quand même un différentiel de 30 buts. On s'entend que c'est assez excellent, mais vraiment, le système offensif, surtout avec Chloé, comme des joueurs que tu as nommés, là, Salah, Jota, tous ces gars-là. Éventuellement, je pense que Chiesa va pouvoir avoir sa place. C'est sûr que... J'ai l'impression que c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'attaquants, beaucoup d'alliés particulièrement, qui font la job. Mais j'ai l'impression que Chiesa, l'année prochaine, je ne sais pas, vous en pensez quoi de Chiesa? Ben moi, je pense que si Mohamed Salah il reste pas avec l'équipe la saison prochaine, parce qu'on n'est pas encore sûr s'il re-signe ou s'il part de Liverpool, c'est sûr que si Mohamed Salah il part de Liverpool, Chiesa a sa place directe. Il va jouer plus de matchs en espérant qu'il fasse un peu mieux que ses 2 apparences. Ce que Chloé vient de dire, c'est vraiment important. Premièrement, c'est de savoir ce que Salah veut et ce que Liverpool veut. Pour le moment, on semble un peu dans le néant du côté des 2 parties. Salah, qui a donné une entrevue récemment, d'ailleurs, qui a dit « C'est ma dernière saison à Liverpool ». Puis après ça, le journaliste lui a demandé « C'est ta dernière saison ?» Il a dit « Pour l'instant, il n'y a pas de négociation. » Fait que je pense que ce que Chloé vient de dire, c'est extrêmement important. Si Salah s'en va, j'ai l'impression que Chiesa va avoir beaucoup plus d'importance avec l'équipe. Cependant, est-ce que Chiesa est prêt à attendre jusqu'à la fin de la saison et à l'année prochaine pour avoir sa place complète avec l'équipe, ou il va perdre patience? On sait, des fois, les joueurs, il y en a qui perdent patience. Chiesa, comme je l'ai dit, ça a été une star avec la Juventus, puis lui, il était partant à chaque match. Donc, est-ce qu'il va vouloir attendre? Ça aussi, c'est une autre question. On est présentement dans le transfer window en Angleterre jusqu'au 31 janvier. Est-ce que Chiesa va demander un transfert, va vouloir rester? Ça reste à voir. Même chose pour Darwin Núñez. Chloé a dit que c'était beaucoup plus difficile. Il vient de marquer 2 gros buts, mais lui aussi, il y a plusieurs rumeurs qui disent peut-être qu'il va s'en aller, peut-être que non. Même chose pour Trent Alexander-Arnold en défensive. Plusieurs rumeurs l'envoient au Real. Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'il va finir la saison avec Liverpool? Personnellement, je pense que oui. Je pense pas que Liverpool, pour l'instant, ont le remplaçant qu'ils cherchent pour Trent Alexander-Arnold s'il s'en va. Kostas Tsimikas fait un bon travail, mais c'est pas du niveau de Alexander-Arnold. Donc, c'est plein de choses qui restent à voir. Mais pour répondre à ta question première, moi, je pense que Chiesa restera pas avec Liverpool. Moi, je pense qu'il va perdre patience. Et il va demander à avoir un transfert pour aller dans une équipe qui aura besoin
d'un ailier offensif comme lui présentement. Ben moi, je pense qu'il va patienter parce que si Liverpool gagne vraiment la Premier League, lui aussi, son nom va être là-dedans. Il va quand même avoir la victoire de la Premier League avec l'équipe malgré qu'il n'a pas joué. Fait que peut-être que pour lui, c'est un plus. Je suis d'accord, mais il y a des joueurs qui sont comme ça. Il y a des joueurs que quand ils jouent pas, puis ils réchauffent le banc, si on veut, il y en a qui aiment pas ça, puis qui veulent absolument faire partie de l'action. Tu sais, en 21 matchs, il a été présent seulement 2 fois. Ça, c'est juste en Premier League, là. Il a joué un peu en FA Cup et en Carabao Cup, mais côté Premier League, juste 2 matchs joués en 21, puis il n'a pas joué 90 minutes dans ces 2 matchs-là. Fait que vraiment, ça va être... C'est peut-être quelque chose qui est arrangé aussi avec l'équipe. Cette saison, tu vas moins jouer en Premier League, tu vas plus jouer dans les coupes, puisqu'on a déjà des joueurs établis à ton poste. Puis l'année prochaine, tu vas avoir le go si, par exemple, Salah s'en va. Mais pour le moment, c'est quand même un peu étrange qu'un joueur de la trempe de Chiesa a juste joué 2 matchs en Premier League. Moi, sur un autre sujet, j'avais une autre question à vous poser. Liverpool, ils ont fini 3e place la saison dernière, puis ils ont la même équipe cette année, juste avec un coach différent. Donc, qu'est-ce qui marchait pas avec l'équipe? Est-ce que c'était Jürgen Klopp? C'était quoi le problème avec l'équipe? Pourquoi ils n'ont pas fini en première position l'an dernière? Si on regarde vraiment, je pense que l'année dernière, l'équipe était autant dominante que cette saison. Je pense vraiment ce qui fait la différence, c'est les très gros insuccès de Manchester City qu'on va parler dans quelques instants cette saison, qui font en sorte vraiment que Liverpool est seul en haut. Et encore une fois, Arsenal qui, dans les moments cruciaux, sont pas capables de délivrer les bons résultats, comme on a vu encore dans les dernières semaines, et on va en parler de eux aussi dans les prochaines minutes. Mais je pense vraiment que c'est les 2 facteurs qui font en sorte que Liverpool, cette saison, est dans le top. Je pense pas que c'était Klopp, même s'il y en a qui disent qu'il y a eu de la difficulté la saison dernière, il y avait la fatigue, nanani, nanana. Je pense vraiment que les 2 gros facteurs cette saison, c'est Man City et Arsenal qui ont des performances laissent à désirer vraiment. Et le fait que Salah connaît peut-être l'une des meilleures saisons aussi de sa carrière, avec 18 buts en 21 matchs, c'est quand même exceptionnel. Effectivement, mais vraiment, Liverpool sont au-dessus de leur game cette année, mais je pense que l'année passée, peut-être que l'annonce que Jürgen Klopp allait quitter l'organisation peut-être a affecté la confiance. Des fois, c'est des choses qui peuvent affecter les joueurs, mais je pense vraiment que c'était vraiment la grosse puissance qui était Man City l'année passée, qui ont absolument tout gagné, mais qui ont été absolument dominants en Premier League, mais aussi en dernière moitié de saison pour Liverpool. Il y a eu beaucoup de défaites, beaucoup de matchs nuls qu'on aurait peut-être pu donner le petit but de plus pour aller le gagner. Il y a eu une baisse de confiance dans Liverpool qu'on a vraiment regagné cette saison. Vraiment, à part notre défaite contre Nottingham Forest, vraiment, c'est la confiance qui règne, surtout avec Arne Slot au règne du club. Ça aussi, ce que tu viens de dire, je pense que ça a joué un jeu. Le fait que Klopp n'a pas attendu à la fin de la saison pour annoncer son départ, je suis sûr que ça a joué un petit rôle dans la fin de saison l'an dernier qui a été difficile pour Liverpool. Non, évidemment pas. C'est pas ça qui a ruiné tout. Mais d'après moi, comme tu dis, je pense qu'on est d'accord là-dessus que c'est un facteur qui a peut-être affecté l'équipe. Allons-y avec la deuxième équipe au classement, Arsenal, qui ont un dossier de 12 victoires, un gros 8 matchs nuls. Et si je ne me trompe pas, c'est une des équipes qui ont le plus de matchs nuls dans la ligue. Puis des matchs nuls qui ont manqué, disons. Des matchs nuls qui auraient peut-être dû gagner. Par exemple, le 18 janvier dernier, un match nul de 2-2 face à Aston Villa, un match qu'on aurait peut-être dû gagner pour aller acquérir des points importants. Et c'est un peu l'histoire du club depuis les quelques dernières saisons. Arsenal, dans les moments cruciaux, sont pas capables d'aller gagner le match. Je dis bien une victoire, pas un match nul. Parce que quand même, 15 janvier, on bat Tottenham 2-1, un match important.
Mais pourtant, la semaine d'avant, le 4 janvier, match nul contre Brighton. Donc c'est ce qui a coupé d'ailleurs une série de 3 victoires. Le 21 décembre, c'était une victoire extrêmement dominante de 5-1 face à Crystal Palace. Tout va bien en ce moment-là. Une victoire quand même 1-0 le 27 décembre face à Ipswich Town. Tout va bien encore. 2 victoires de suite après une série de 2 matchs nuls. Après ça, belle victoire face à Brentford 3-1 en début d'année le 1er janvier. Après ça, comme j'ai dit, 1-1 face à Brighton. Après ça, une victoire de 2-1 face à Tottenham. Et là, 2-2 face à Aston Villa. Est-ce que d'après vous, il y a un manque de constance chez Arsenal? Autant au niveau de l'équipe que peut-être pour le coaching? Ben, ça fait plusieurs saisons qu'ils finissent au moins dans le top 3. Là, c'est pas encore fini. On est rendu à la mi-saison. Mais ça reste toujours le même, je dirais, comme... Ils ont toujours de la misère à être premiers dans le classement. Fait qu'ils finissent toujours dans le top 3. Et comme Jay a mentionné, c'est vraiment à cause des matchs nuls. Les matchs nuls donnent juste 1 point parce qu'ils ont juste 2 défaites. Fait que vraiment, les 1 point, c'est un peu difficile à monter dans le classement si tu fais juste des matchs nuls. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'Arsenal ne sont pas capables de se propulser vraiment au top de la Premier League. On s'entend, Arsenal, c'est probablement la 2e ou 3e meilleure équipe overall de la Premier League présentement. Man City ont des problèmes, oui, ça reste quand même une puissance, peu importe, si tu regardes la formation. Ce qui manque pour Arsenal, vraiment, j'ai l'impression, c'est premièrement un véritable attaquant de pointe. Et je m'explique. Oui, on a Gabriel Jesus. Premièrement, Gabriel Jesus a une saison un peu décevante. 17 matchs joués, 3 buts seulement. Et en plus, il s'est blessé au genou récemment et devrait rater le reste de la saison. Donc déjà là, on a perdu le seul vrai attaquant de pointe qu'on a dans l'équipe. Il y a Kai Havertz qui joue à cette position-là normalement. Oui, il y a 8 buts cette saison, mais c'est pas un vrai attaquant de pointe, un vrai numéro 9. Donc je pense que vraiment ce qu'Arsenal doit faire, c'est d'aller chercher un véritable attaquant, un buteur vraiment qui peut faire mal aux autres formations quand il n'y a pas trop d'espace ou quand vraiment les matchs sont serrés. Quelqu'un qui peut vraiment être décisif, c'est ce qui manque à Arsenal du côté de l'attaque. Sinon, je pense que ce qu'on a fait comme recrutement la saison dernière, ça n'a pas été très, très efficace non plus. On a amené Mikel Merino qui a gagné l'Euro avec l'Espagne. 15 matchs cette saison, que 2 buts et 1 passe décisive. C'est pas assez pour un joueur de ce calibre-là et pour une équipe du calibre d'Arsenal. Et puis l'autre joueur aussi qu'on a amené, Riccardo Calafiori, lui qui arrivait de Bologne en Italie, lui a malheureusement été blessé au début de la saison, donc ils ont juste joué 11 matchs, 1 but, 1 passe décisive seulement aussi cette saison. Et le dernier joueur qui a été amené en ce début de saison, c'est Raheem Sterling en prêt de Chelsea. Lui, ça va vraiment pas bien. 8 matchs seulement, aucun but, 1 passe décisive. Donc je pense que le recrutement d'Arsenal qui a été fait pendant la saison morte, cette année, ça n'a pas été très, très fructueux. Et il va vraiment falloir, comme je l'ai dit, aller chercher premièrement un attaquant de pointe pour permettre à l'équipe de marquer plus de buts et peut-être d'aller se renforcer un peu au niveau du milieu de terrain et de la défensive parce qu'il y a quelques lacunes, surtout sur les côtés en défensive qui font un peu défaut et qui font en sorte qu'Arsenal, parfois, manque de punch et se font souvent marquer des buts pour avoir des matchs nuls, comme le match en fin de semaine. On menait 2-0, on s'est fait ramener à 2-2 et le match a fini 2-2. Match nul, on a perdu 2 points. 2 points qui vont faire très mal à la course face à Liverpool. C'est sûr, parce qu'on est quand même à 6 points de Liverpool et il faut, comme je l'ai dit tantôt, Liverpool ont un match en main. Donc, théoriquement, il pourrait quasiment avoir 9 points de plus. Mais je reviens sur l'offensive d'Arsenal. 43 buts marqués quand même pour une équipe, comme tu as dit, qui n'a pas vraiment un attaquant de pointe qui va vraiment faire la différence au sein de l'équipe. 21 buts concédés. Quand même un différentiel de plus 22 dans les buts qui peut quand même bien fitter avec un différentiel de 30 de Liverpool. Donc,
Arsenal, sur papier, comme tu as dit, est une équipe dominante, mais c'est les performances qui vont affecter le jeu. Parce que ce qui manque vraiment le plus, je pense vraiment aussi, c'est la défensive. Parce que le gardien de but, David Raya, il est très stable. Moi, je le trouve très bon. Il y a quand même 52 arrêts, 7 blanchissages aussi. Donc, on voit très bien que David Raya est actif. C'est un goaler très, très bon. Fait que vraiment, la défensive, je pense, comme Étienne a dit, c'est vraiment les coins. Et il laisse beaucoup trop d'échappées. Faut aussi souligner, j'ai parlé de l'attaque et de Gabriel Jesus qui est blessé. Faut aussi souligner que Bukayo Saka aussi est blessé. Donc ça fait 2 joueurs importants en attaque qui vont manquer plusieurs matchs. Dans le cas de Saka, ça fait quand même quelques semaines déjà qu'il manque. Donc il faut vraiment espérer aller trouver un joueur de qualité ou même peut-être 2 de qualité en attaque pour espérer vraiment propulser l'équipe un peu plus haut dans la course avec Liverpool. 6 points de retard, ça semble pas beaucoup, mais c'est beaucoup, surtout en Premier League. Je vais vous donner juste un petit aperçu des prochains matchs de Arsenal. Donc le 25 janvier, c'est contre Wolverhampton. Le 2 février, c'est contre Man City qui ont joué tout un match face à Ipswich Town cette fin de semaine. Un match qui va sûrement quand même donner une certaine confiance à un club qui a perdu beaucoup de matchs cette saison. Après ça, on s'en va contre Leicester City, club qui est en difficulté aussi le 15 février. Le 22 février, c'est contre West Ham United. 26 février, un Nottingham Forest qui vraiment domine en ce moment la Premier League avec brio, surtout avec un Chris Wood qui est extrêmement performant. Pour ça, le 8 mars, contre Manchester United, une équipe, encore une fois, en difficulté. Et le 15 mars, ce sera contre Chelsea, qui aussi, dernièrement, dans leurs 5 derniers matchs, ça va plus ou moins bien. Donc, pour vous donner quand même une idée des prochains matchs d'Arsenal, des matchs qui semblent simples, mais attendons de voir, parce qu'Arsenal ont tendance à décevoir peut-être dans les dernières minutes de jeu, donc on verra. Encore une fois, pour Arsenal, les victoires consécutives vont être importantes, comme on l'a dit, pour potentiellement aller rejoindre Liverpool avec une moins grosse différence de points. Allons-y maintenant avec Nottingham Forest, vraiment, je dirais, non seulement l'équipe de l'heure quand même, mais la surprise vraiment de la saison. Je vous raconte une petite anecdote. Avant le début de la saison, nous trois, on a fait des prédictions pour le classement final de la Premier League. Et c'est quand même assez drôle parce que je pense qu'on a tous mis Nottingham Forest vraiment à 18e, 19e, 20e. T'sais, ils vont se faire reléguer cette année. Oh boy! C'est tout à fait le contraire. Malgré un début de saison quand même... comment je peux vous dire ça? Correct, je veux dire... Première semaine d'activité, 1-1 face à Bournemouth. Après ça, victoire de 1-0 face à Southampton, qui fait dur, on va se le dire. Après ça, 1-1 face à Wolverhampton. Disons que dans les 7 premières semaines d'activité, c'était comme, bon, Nottingham Forest qui fait son Nottingham Forest. Mais après ça, vraiment, à partir de la semaine 15, c'est 7 victoires en 8 matchs. Vraiment absolument incroyable. Ils sont présentement, comme j'ai dit, 3e. C'est 13 victoires, 5 matchs nuls, 4 défaites, 44 points. Je pense pas qu'il y a personne autour de la table qui s'attendait à voir un Nottingham Forest 3e de la Ligue en cette date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de Nottingham Forest? Ce que je pense de Nottingham Forest, il me surprend honnêtement, parce que si je regarde la saison dernière, ils ont fini 17e de la Premier League, donc c'est pour ça qu'on les a sous-estimés un peu en disant que ils allaient peut-être se faire reléguer, puis que ils sont pas bons, ils vont finir dans le bas classement. Mais si on regarde présentement, ils sont classés 3e, donc moi je suis vraiment surprise, puis je trouve qu'ils sont excellents en ce moment, ils font une très belle job. Ils vont sûrement finir dans le top 3, oui. Ils finiraient sûrement pas premier, mais au moins dans le top 3. Moi, je pense que comment ils jouent, si Liverpool, disons, prennent un chemin un peu descendant, malgré eux, peut-être que Nottingham Forest peut être un contender. Écoute, la façon qu'ils jouent, c'est exceptionnel. Une autre victoire encore aujourd'hui.
Mais vraiment, je pense que Nuno Espirito Santo, c'est vraiment lui qui a changé toute la façon de jeu de cette équipe-là, qui allait nulle part, comme Chloé a dit. Ils ont fini dans le bas du classement la saison dernière. Puis lui est arrivé un peu vers la fin. C'est lui vraiment qui a sauvé Nottingham Forest de la relégation. Puis cette saison, on voit vraiment que ce qui a amené tactiquement, ça marche extrêmement bien. Il avait fait la même chose avec Wolverhampton dans le passé, quand il était l'entraîneur-chef là-bas. Puis vraiment, il avait permis à Wolverhampton de se classer quand même bien. On s'entend, c'est Wolverhampton quand même, mais on était quand même bien classé. Puis c'est vraiment ce qu'il fait, encore une fois, avec Nottingham Forest. Mais je pense vraiment que les excellents résultats se résument à principalement 2 joueurs cette saison. Premièrement, le gardien belge Matt Sells, qui a 22 matchs joués, 9 jeux blancs. Et bien sûr, le joueur de la saison pour moi du côté de Nottingham Forest, et une surprise vraiment, c'est Chris Wood, qui en 22 matchs a 14 buts et 2 passes décisives. Vraiment, Chris Wood, c'est lui qui a vraiment amené l'équipe à cette 3e place cette saison. Puis, écoute, il a encore marqué en fin de semaine et je pense qu'il n'arrêtera pas. Et ça peut être extrêmement dangereux, autant pour Liverpool, si ça va un peu moins bien, que pour Arsenal. Si Arsenal commence à perdre quelques matchs ou faire encore des matchs nuls pendant quelques semaines, Nottingham Forest pourrait facilement se rendre en 2e place. Donc ça va être vraiment intéressant de suivre la course entre les 3 parce que présentement, c'est vraiment une course, je dirais, entre les 3 pour savoir qui va gagner la Premier League. Donc j'ai beaucoup de confiance en Nottingham Forest, ce que j'avais pas au début de la saison. Ils me surprennent vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment intéressant de voir une équipe qui était négligée au départ être en haut du tableau en mi-saison. C'est vraiment toute une histoire et on va continuer sur Chris Wood quand même. 14 buts, 4e meilleur marqueur de la Premier League. Égalité avec Cole Palmer, ce qui peut sembler quand même assez surprenant. En un seul but de moins qu'Alexander Isak, qui depuis les dernières semaines est vraiment incroyable. Et évidemment les 2 premiers étant Erling Haaland avec 17 et Mo Salah avec 18 buts, lui qui règne avec les buts dans la Premier League. Mais vraiment, Nottingham Forest, non seulement Chris Wood, et on parlait d'Arsenal tantôt avec leur manque d'un attaquant de pointe. Je pense que Nottingham Forest, eux, ont ce luxe-là d'avoir Chris Wood, vraiment toute une surprise, là, vraiment 14 mois en 22 matchs. Pourrait finir la saison avec peut-être 24 buts et plus, c'est vrai, ça va rester à voir, mais quand même... On a quand même aussi des joueurs en milieu de terrain comme Morgan Gibbs-White avec 4 buts, 4 passes, qui lui aussi vraiment crée des bonnes chances, qui peut lui aller donner une bonne passe vers son attaquant de pointe pour aller donner des bonnes opportunités de but. Mais surtout en défensive, on a quand même seulement 22 buts alloués pour une équipe comme Nottingham Forest qui peut sembler plus faible défensivement et offensivement. C'est 33 buts marqués. Donc, pour vous donner une idée, Chris Wood a presque la moitié des buts de marqués. Pas presque, mais quasiment. 22 buts concédés seulement pour une équipe, comme j'ai dit, comme Nottingham Forest. Un différentiel de plus 11. C'est vraiment excellent et on est vraiment sur un excellent stretch. Le prochain match, le 25 janvier prochain, contre Bournemouth. D'après moi, une victoire qui, vu l'état de l'équipe, semble assez simple. Donc, on va voir ce qui va se passer d'ici là. Si on revient un peu à Chris Wood, encore une fois, la saison dernière, il y a eu 14 buts en 31 matchs. Donc, déjà à 14 buts cette saison en 22 matchs, c'est excellent. Puis si on revient à sa meilleure saison en carrière, en 2019-2020, avec Burnley, il avait marqué 14 buts en 32 matchs. Donc, à 33 ans, en plus, il faut le souligner, c'est vraiment une renaissance, si on veut, pour Chris Wood. Puis c'est le fun à voir aussi un joueur qui, depuis quelques saisons, avait plus de difficultés. Revenir comme ça et être l'un des meilleurs marqueurs après 22 matchs, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis c'est
très intéressant à voir. À chaque fois que Chris Wood a le ballon, on peut toujours s'attendre à avoir une chance de marquer et peut-être même un but. Donc c'est vraiment intéressant et pour Nottingham Forest et pour les gens qui regardent Nottingham Forest aussi, c'est très excitant. Moi, ce qui me choque avec cette équipe-là, c'est qu'ils ont affronté Liverpool récemment et ils ont réussi à faire match nul avec la première équipe du classement. Plusieurs équipes ne réussissent pas à gagner contre Liverpool et eux, ils ont réussi à égaliser contre Liverpool. Donc, ils sont vraiment dangereux cette saison. Ok, allons-y maintenant avec l'équipe que nous, on avait mis premier dans nos prédictions du classement final de la Premier League. En fait, je vais le dire, que j'avais mis premier dans nos prédictions. Manchester City, 11 victoires, 5 matchs nuls, 6 défaites. On a gagné plusieurs Premier League de suite. Donc, évidemment, moi, j'ai mis premier dans mes prédictions. Mais vraiment, encore une fois, 4 premières semaines, 4 victoires de suite. Après ça, on a un match nul face à Arsenal, 2-2, le 22 septembre. La semaine qui suit, le 28 septembre, un match nul 1-1 face à Newcastle. 2 bonnes équipes. On se dit, OK. À ce moment-là, on est 4-2-0 Man City. Et on est deuxième à partir du 28 septembre. Tout va bien à ce moment-là. Ça va. On peut pas tout gagner. Après ça, victoire de 3-2 contre Fulham, une victoire de 2-1 contre Wolverhampton et une victoire de 1-0 face à Southampton. Tout va bien, on est premier le 26 octobre. Après ça, c'est vraiment une chute libre, comme on dirait. Une défaite de 2-1 face à Bournemouth, une défaite de 2-1 face à Brighton, une défaite de 4-0 face à Tottenham et une défaite de 2-0 grâce à nos chers Liverpool. À partir du 1er décembre, Man City ont le classement le plus bas depuis je sais pas combien de saisons. On n'a pas la stat avec nous, mais vraiment un 5e. Man City, mon Dieu. Ça a vraiment été une débauche, non seulement en Premier League, mais dans d'autres compétitions. Ça a été, je pense, une série de 8-9 défaites de suite. Toutes catégories dans toute compétition. Après ça, une riposte de 3-0 face à Nottingham Forest. Après ça, un petit match nul face à Crystal Palace 2-2. À partir du 7 décembre, on était 4e. Après ça, 2 autres défaites de suite face à Manchester United 2-1 et une défaite de 2-1 face à Aston Villa. Le 21 décembre, ils étaient 7e. Encore une fois, c'est quand la dernière fois qu'on a vu Manchester City 7e à la Premier League? Ça devait faire très longtemps, merci. Après ça, un match nul face à Everton 1-1. D'ailleurs, Erling Haaland a manqué un penalty sur ce match-là. Et je dirais pas que je déteste, je dirais pas qu'on déteste Manchester City, mais disons que on aime ça les équipes qui surpassent ceux qui semblent invincibles. Je fais un petit parallèle avec le football, parlant d'équipes que j'aime détester. J'espère que les Bills feront le travail pour éliminer les Chiefs, pour se rendre au Super Bowl. Mais bref, après ça, le 29 décembre, on s'est vraiment repris. 2-0 face à Leicester, après ça 4-1 face à West Ham, 2-2 face à Brentford, et après ça, vraiment, en fin de semaine, une explosion, vraiment 6-0 face à vraiment un club qui a de la difficulté, Ipswich. Donc, dans le fond, je vous ai raconté, en gros, les 22 matchs de Manchester City cette saison, et je pense que juste voir ça est-ce que ça raconte un peu l'histoire de ce qui va mal à Manchester City cette saison? Moi, je pense que les gros problèmes de Manchester City, ça se passe au milieu de terrain depuis la blessure à Rodri. Rodri qui a été blessé au genou en début de saison, puis depuis sa blessure, c'est vraiment compliqué au milieu de terrain. On n'a pas de structure, on laisse beaucoup de ballons passer, ce qui n'arrivait pas avant avec Rodri. Je dis pas que c'est la seule raison pourquoi Man City a des mauvais résultats, mais l'absence de Rodri fait en sorte qu'il y a un gros trou dans le milieu défensif et clairement, ça se reflète avec les résultats. Il y a plusieurs autres choses aussi qui font en sorte que ça va pas très bien. Jack Grealish,
aucun but cette saison. Kevin De Bruyne, difficile. Phil Foden a été blessé aussi, 6 buts seulement. Matheus Nunes, aucun but. Ilkay Gundogan, qui est revenu à Man City de Barcelone, 20 matchs, aucun but. Donc c'est un peu difficile. Faut aussi souligner que Erling Haaland est le seul attaquant de pointe de l'équipe. Donc il n'y a pas de deuxième attaquant numéro 9 dans cette équipe-là. Donc c'est un peu difficile d'y aller seulement avec un attaquant. On a Jérémy Doku, Savinho qui sont surtout sur les ailes. Donc, disons, l'absence de Rodri, les mauvaises performances en milieu de terrain, le fait qu'Haaland est tout seul un peu en vrai attaquant de pointe, c'est quelques problèmes, disons, que Manchester City font face cette saison et sensiblement cette saison, ça fait beaucoup plus mal que dans les dernières années. Moi, ce que je comprends pas, c'est parce que, oui, ils ont eu quelques blessés de temps en temps, ils ont des joueurs qui n'ont pas joué, etc. Mais c'est quand même des joueurs qui sont très bons. Il faut juste pas se présenter. Moi, je trouve que, comme Étienne a dit, le milieu de terrain se présente pas. Oui, Rodri, malheureusement, il est blessé, mais il y a d'autres milieux de terrain qui sont bons aussi dans l'équipe. L'équipe est signée des gros joueurs. L'équipe ont des gros joueurs. Donc, moi, je comprends pas pourquoi ça marche pas cette saison. À part Erling Haaland, qui a 17 buts, une passe décisive. Moi, je trouve que l'équipe ne se présente pas. Ils ont beaucoup de misère cette saison. Non, effectivement, c'est vraiment une équipe qui a de la misère. Ils me font penser un peu... je sais pas, c'est un peu un scénario Arsenal. Ne pas aller chercher les victoires où est-ce qu'il faut aller en chercher. Et pour un club comme Man City, tu sais, on a 44 buts marqués. On a un des meilleurs marqueurs de la Ligue au complet. Un des meilleurs marqueurs, un des meilleurs joueurs de soccer du monde en ce moment, Erling Haaland. 17 buts. Puis en même temps, on a signé Erling Haaland 10 ans. Bon, évidemment, moi je suis plus un gars qui va... Je suis plus un gars qui suit les contrats, mettons, au hockey, où est-ce qu'on a des joueurs qui ont signé 4 ans, 7 ans. On a déjà eu des contrats de 12-13 ans, mais ça, tu sais, des contrats de 10 ans au soccer, moi je trouve que c'est excessivement énorme. 10 ans dans le même club qui peut-être s'en va vers des moments un peu plus difficiles. On a un Kevin De Bruyne qui vieillit. On a un Kyle Walker qui joue beaucoup moins, qui vieillit aussi. On s'est débarrassé de plusieurs joueurs, dont Gabriel Jesus. Ce qui fait quelques saisons, mais quand même, c'est des décisions qui vont peut-être, à long terme, faire plus mal à l'équipe. Mais ça va être à voir, évidemment. Le soccer, faut être patient avec ça. Faut être patient avec les espoirs, mais il faut surtout être patient avec la saison. On ne sait pas si Liverpool vont gagner la Premier League. Ils sont excessivement en voie, là, évidemment. Là. Mais il faut être patient. Il faut attendre que tous les matchs soient joués. Mais avec une différence de 12 points avec Liverpool, je pense que Man City sont vraiment tirés dans le pied cette saison. Si on revient rapidement, tu as mentionné Kyle Walker. Justement, à ce que on a reporté, Kyle Walker aurait demandé à être transigé, si on veut, un transfert, donc, et les plus récentes nouvelles l'enverraient avec l'AC Milan en Italie en prêt. Donc, c'est les dernières nouvelles qu'on a du côté de Kyle Walker. Comme je l'ai dit tantôt, on est dans le transfer window en Angleterre. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est possible que le capitaine de Man City soit transféré dans une autre équipe. Il risque d'avoir beaucoup de transformations du côté de Man City. Ça va être intéressant de voir ça, non seulement au long de la saison, mais à ceux qui vont suivre après celle-ci. Donc vraiment, une saison mémorable pour Man City, mais surtout pour les mauvaises raisons. Allons-y avec Newcastle United maintenant. 11 victoires, 5 matchs nuls, 6 défaites, un différentiel quand même de 38 buts avec un Alexander Isak vraiment qui performe avec 15 buts cette année en ce moment en 22 matchs. 26 buts concédés, ce qui est quand même relativement haut.
un peu plus haut que Liverpool, évidemment, un peu plus haut que Nottingham Forest, étrangement. Ben, pas étrangement. Nottingham Forest sont bons, écoutez. Et un différentiel de plus 12 dans les buts. Donc, on est à 38 points, à égalité avec Man City, Newcastle United, qui pour moi, vraiment, est une équipe qui est un peu underdog. Je m'explique là-dessus. On a des bons joueurs, on a Alexander Isak, évidemment, mais on dirait que c'est pas une équipe qu'on va souvent parler comme étant vraiment un contender dans la ligue. J'ai l'impression qu'on voit plus Newcastle United comme vraiment une équipe de milieu de tableau. Ce qui est comprenable, c'est peut-être pas la puissance en Premier League, mais c'est quand même une équipe qui performe pendant leur match. Pour eux, ça a été quand même un début de saison assez, je dirais assez périlleux. On a gagné 3 de nos 4 premiers matchs pour ensuite en perdre 3 de nos 5 qui ont suivi ça. Donc de la semaine 5 à 9, on a 3 défaites, dont 2 matchs nuls contre d'ailleurs Man City et un match qui a fini 0-0 le 5 octobre contre Everton. Et ces défaites-là, c'était une défaite de 3-1 contre Fulham, une défaite de 1-0 contre Brighton et une défaite de 2-1 contre Chelsea. Après ça, on a remonté avec 2 autres victoires pour ensuite en reperdre 2 de nos 4 qui ont suivi, donc 2 défaites et 2 matchs nuls. À partir de la 16e semaine, vraiment, ça a été la renaissance du club, surtout pour Alexander Isak, qui est vraiment, pour ceux qui ont Alexander Isak dans leur pool de Premier League, si jamais il y en a qui jouent à ça, vraiment, Alexander Isak, on l'a mis capitaine, vraiment, il nous donnait beaucoup de points. Vraiment, 6 victoires de suite, malgré une défaite de 4-1 face à Bournemouth. Le 18 janvier dernier, c'est vraiment 6 victoires qui ont remonté l'équipe jusqu'à la 4e place. Ce qui est vraiment excellent. Là, on a rebaissé à la 5e, malgré la défaite contre Bournemouth. Mais dans ces 6 victoires-là, c'est 4-0 contre Leicester, 4-0 contre Ipswich, 3-0 contre Aston Villa. Donc déjà 3 blanchissages en 3 matchs. Après ça, une victoire de 2-0 contre Man U, victoire de 2-1 contre Tottenham et une victoire de 3-0 contre Newcastle. Donc pour vous faire le décompte, là, ils ont un seul but concédé dans cette série de 6 victoires. Là. Un seul but, là, et c'était contre Tottenham. Quand même, là, c'est quand même assez excellent. Là. On avait un différentiel énorme. On a gagné avec des gros scores. 4 buts, 3 buts. Donc quand même, 11 buts en 3 matchs. Newcastle était vraiment on top de la ligue. Évidemment, est-ce que ça va rester constant? On ne le sait pas, encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez de Newcastle United? Contender ou milieu de tableau? Moi, je pense que Newcastle sont vraiment une équipe qui peuvent surprendre. L'effectif qu'ils ont, c'est vraiment intéressant. Je pense que Isaac, c'est vraiment l'un des meilleurs marqueurs de la Premier League. Après Alan et Salah, vraiment, je pense que Isaac s'installe vraiment comme l'un des meilleurs joueurs. Il faut aussi souligner que cette saison, c'est le retour de Sandro Tonali au milieu de terrain. Lui qui avait été suspendu l'an dernier pour, des paris illégaux pendant 6 mois. Donc, cette saison, il est de retour. Il a joué 20 matchs. Et avec Bruno Guimaraes en milieu de terrain, c'est vraiment, disons, leur force avec ces 2 gros joueurs-là. Ça fait vraiment une différence d'avoir les 2. La saison dernière, c'était juste Guimaraes seul parce que, justement, Tonali était suspendu. Avec les 2, on voit vraiment que le milieu de terrain est renforcé et ces 2 joueurs qui sont extrêmement vite et très bons avec le ballon. Guimaraes a 6 passes décisives. Tonali, lui, a juste une passe décisive, mais sa présence en milieu défensif fait toute la différence cette saison pour Newcastle. Ça a été un peu une saison coup-ci, coup-ça. Il y a eu des victoires, des défaites, et là, on est sur une belle série, malgré la grosse défaite face à Bournemouth en fin de semaine. Donc, je pense vraiment, moi, que Newcastle, c'est une équipe qui peut être dans le haut du tableau récurremment, et on le voit présentement avec
leur 5e place. Pour moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que Alexander Isak, à chaque fois qu'il joue, il a 20 présences. Donc, à chaque fois qu'il est sur le terrain, c'est sûr qu'il fait de quoi. Il a 15 buts et 5 passes décisives en 20 matchs. Donc, c'est vraiment, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il fait de quoi. Donc, si on regarde la saison dernière, ils ont fini 7e du classement. Et cette saison, sont 5e. Fait qu'on voit un peu plus de progression, un peu plus d'efforts. Donc, d'après moi, oui, ils vont finir sûrement dans le top 10. Peut-être même, ils vont rester en 5e position jusqu'à la fin de la saison. Moi, ce que j'aimerais tout de même, c'est savoir, parce qu'en ce moment, ils seraient qualifiés pour la Europa League. Et je pense que Étienne, justement, voulait en parler. Mais est-ce que Newcastle vont pouvoir rester assez constant pour au moins se qualifier dans une des compétitions européennes importantes, soit l'Europa League ou encore mieux la Champions League? Faut pas oublier aussi que la 6e place donne la Conference League maintenant. C'est intéressant. Moi, je pense que oui. Je dirais que présentement, les équipes qui peuvent vraiment compétitionner avec Newcastle pour une place dans une de ces 3 ligues-là, c'est vraiment Chelsea, malgré 5 derniers matchs très compliqués pour eux. Aston Villa qui commence un peu à rebondir. Brighton, qu'on va parler dans quelques instants, eux aussi commencent à rebondir. Mais vraiment, faut, comme tu as dit, la constance. Si Newcastle reste constant et Manchester City qui est juste devant eux, on ne sait pas toujours comment ils vont se présenter dans les matchs. Donc si Newcastle pour rester constant, moi j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir se qualifier pour une des 3 coupes. Et c'est très important de se qualifier pour une de ces coupes-là. Ça amène beaucoup plus de revenus, beaucoup plus de prestige quand tu te qualifies pour une de ces coupes. Donc pour moi, je pense que le but pour Newcastle cette saison, c'est la Champions League. Je pense que ça peut être faisable si Manchester City ont des résultats comme ils ont eu tout au long de la saison. Sinon, il faudra se contenter soit de l'Europa League ou de la Conference League qui, dans les 2 cas, est quand même une coupe internationale intéressante si on réussit à la gagner. Parlant de prestige, allons-y avec Chelsea, qui eux aussi ont eu un début de saison quand même assez bien, un milieu de saison qui allait, mais qui ont été quelque peu en difficulté à leurs 5 derniers matchs. Donc, on a commencé la saison déjà d'un mauvais pied avec une défaite de 2-0 face à Man City. Mais après ça, on a été sur une série de victoires. Quand même, à nos 6 matchs qui ont suivi cette défaite face à Man City, c'est 4 victoires. Après ça, une défaite à la 8e semaine face à Liverpool de 2-1 pour rebondir face à Newcastle 2-1. Donc à ce moment, le 27 octobre, Chelsea était 5e, donc quand même assez raisonnable à ce moment-là. Après ça, 2 matchs nuls, un face à Man U et un autre face à Arsenal. Les 2 ont fini d'ailleurs 1-1. Après ça, la meilleure stretch de la saison pour l'instant pour eux, ça a été une série de 5 victoires. 2-1 face à Leicester, 3-0 face à Aston Villa, 5-1 face à Southampton. J'ai bien hâte qu'on parle de Southampton, ça risque d'être assez amusant. 4-3 face à Tottenham dans un match extrêmement offensif, 4-3. Et une victoire de 2-1 face à Brentford. C'est à partir de là que ça commence vraiment à descendre. Une petite chute libre. Donc à la semaine 17, c'est 0-0 face à Everton. En ce moment-là, Chelsea était 2e. Donc ça va quand même assez bien, rendu à la semaine 17. Après ça, semaine 18, 2-1, une défaite face à Fulham. Une défaite de 2-0, vraiment extrêmement surprenante face à Ipswich Town. Donc on a descendu à la 4e place en fin d'année 2024, le 30 décembre. Après ça, on a été sur 2 matchs nuls. Un match nul de 1-1 face à Crystal Palace, un match nul de 2-2 face à Bournemouth. Pourtant, on a une bonne équipe, on a des gros gars, on a Nicholas Jackson, on a Cole Palmer. Cole Palmer qui, encore une fois, est un des meneurs de la Ligue avec les buts avec 14. La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui manque à Chelsea? Est-ce que ça a été juste on s'est tiré une balle dans le pied parce qu'on a mal joué, ou il y a vraiment quelque chose qui nous manque au sein de l'équipe pour être réellement un gros contender? Honnêtement,
niveau formation, il manque absolument rien à Chelsea, à part peut-être un gardien. Robert Sanchez, qui est le gardien numéro 1 de l'équipe, pour moi, je pense qu'on peut avoir mieux du côté de Chelsea au niveau du gardien. Je pense pas que Robert Sanchez, depuis qu'il est avec Chelsea, a démontré beaucoup de constance. Oui, parfois, il fait extrêmement bien, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir mieux que Robert Sanchez. Pour le reste, Chelsea ont une formation qui normalement devrait être au top de la Premier League saison après saison après saison. Le seul problème là-dedans, c'est que les joueurs sont relativement encore très jeunes, avec peu d'expérience. C'est, d'après moi, la raison pourquoi on a des stretches de victoires, après ça des nuls, défaites, et qu'on fait des hauts et bas pendant cette saison-ci. Les joueurs ont peu d'expérience et vraiment on mise sur la plupart des jeunes joueurs pour espérer avoir plusieurs victoires. Selon moi, c'est vraiment ce qui se passe du côté de Chelsea, parce que si on regarde leur formation est bourrée de talent. Si on regarde au milieu de terrain, Enzo Fernandez, Cole Palmer, Moïse Caicedo, Romeo Lavia, Densbury Hall, Renato Vega, en attaque, Noni Madueke, Niklas Jackson, Christopher Nkunku, Marc Guiu, Pedro Neto, João Félix, Jadon Sancho. Vraiment, on est rempli de talent du côté de Chelsea, mais c'est vraiment le fait que les jeunes joueurs ont peu d'expérience qui font en sorte que Chelsea ont un peu de difficulté ces temps-ci. Moi, je voulais juste mentionner 2 joueurs étoiles de l'équipe. Cole Palmer, en 21 matchs, il a 14 buts et 6 passes décisives. Et le deuxième joueur que je veux mentionner, c'est Nicholas Jackson. En 20 matchs, il a 9 buts, 4 passes décisives. Mais ce qui est bon avec les deux, c'est que c'est un très bon duo. Sans Cole Palmer, Nicholas Jackson, c'est pas Nicholas Jackson. Et sans Nicholas Jackson, ça serait pas Cole Palmer. Fait que les deux ensemble là, sont vraiment dangereux. Faut vraiment faire attention à ces deux joueurs-là quand ils sont sur le terrain. Vraiment une paire rêvée, si on veut, là, pour vraiment une équipe de soccer. Une très très grosse chimie. C'est vraiment excellent ce qu'ils réussissent à faire les deux. C'est pour ça que Chelsea a beaucoup de succès d'ailleurs grâce à ces deux joueurs-là. Allons-y maintenant avec Bournemouth qui sont 7e au classement. Encore une fois, quand même une assez bonne surprise. Bournemouth qui sont plus habitués d'un bas de tableau. Pour eux, c'est 10 victoires, 7 matchs nuls et 5 défaites. Pour quand même 36 buts marqués. C'est quand même assez excellent contre 26 buts concédés. Un différentiel de plus 10. Bournemouth, comme j'ai dit, qui surprend un peu comme étant dans le top 10. À presque une qualification à une Conference League ou éventuellement peut-être à une Europa League. Ça va rester à voir, évidemment. 37 points, donc on est encore une fois très loin d'un top 3. Mais ça va rester à voir encore une fois. Donc pour eux, dès la semaine 13, vraiment, ils ont commencé à vraiment jouer du très très bon football. Bon, à la semaine 13, je vais vous dire leur match jusqu'au dernier, la semaine 22. Donc une victoire de 4-2 face à Wolverhampton. Une victoire importante de 1-0 face à Tottenham, ce qui les classe le 5 décembre à la 9e place. Et ça ne fait que monter. Après ça, une victoire assez simple de 2-1 face à Ipswich. Match nul contre West Ham. Ensuite, une victoire assez écrasante le 22 décembre face à Man U de 3-0. Un match nul de 0-0 face à Crystal Palace. Donc en fin d'année 2024, le 26 décembre, on est 6e au classement. Donc en ce moment, on serait qualifié théoriquement pour la Conference League. Après ça, un match nul de 2-2 face à Fulham, ce qui nous redescend à la 7e place. Et c'est un peu le jeu de 7e, 6e, 5e depuis quelques semaines pour Bournemouth d'ailleurs. Victoire de 1-0 face à Everton pour commencer l'année 2025, le 4 janvier. Après ça, un match nul face à Chelsea de 2-2 et une grosse victoire de Bournemouth de 4-1 face à Newcastle United, qui a ramené Newcastle United, d'ailleurs 5e, et qui a remonté encore une fois de Bournemouth à la 7e place. Donc vraiment, comme j'ai dit, un jeu de
plusieurs places en plusieurs semaines. Bournemouth, est-ce qu'ils vous surprennent cette année? Moi, oui. Bournemouth, si je regarde la saison dernière, ils ont fini en 12e position. Donc là, ils sont classés en 7e place. Donc on voit beaucoup de progression de la saison dernière. Et on voit très bien aussi que l'attaque aussi s'est améliorée. Si on regarde Dango Ouattara, il y a 19 matchs joués, il y a 3 buts, 4 passes décisives. Si on regarde Justin Kluivert, il y a 21 matchs joués, 10 buts, 3 passes décisives. Antoine Semenyo, en 21 matchs, 6 buts, 3 passes décisives. Enes Unal, qui a 17 matchs joués, 2 buts, 1 assist. Et Evan Nilsson, 19 matchs et 5 buts. Donc on voit qu'ils sont quand même un peu présents aussi. C'est pas quand même des petits scores. Moi, je vois quand même 10 buts en 21 matchs. C'est quand même très bien. Donc, on voit aussi que l'attaque s'est un peu réveillée de la saison dernière. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs joueurs cette saison qui vraiment contribuent au but marqué, ce qui n'était pas le cas dans les dernières saisons. Moi, je suis extrêmement surpris de Bournemouth cette saison. En début d'année, j'avais dit que Bournemouth allait se faire reléguer. Et vraiment, il me prouve tout le contraire. J'avais dit, entre autres, qu'elle allait se faire reléguer parce que Dominique Solanke, qui était le buteur de l'équipe dans les dernières saisons, lui a eu un transfert du côté de Tottenham dans l'entre-saison. Donc, on avait vraiment perdu le buteur du côté de Bournemouth. Et vraiment, tous les joueurs en attaque, comme Chloé vient de le dire, se sont réveillés cette saison et on a plus de 5 joueurs qui sont vraiment buteurs cette saison. Donc, c'est vraiment intéressant. Bon, Enes Unal, 2 buts seulement en 17 matchs. C'est un peu plus difficile, mais Evan Nilsson, Semenyo, Kluivert, Utawara, vraiment, c'est vraiment intéressant du côté de l'attaque et du côté de la défensive aussi, surtout avec Milos Kerkez. C'est vraiment une défensive intéressante du côté de Bournemouth. Très difficile à percer et c'est ce qui leur a permis, entre autres en fin de semaine, de remporter le match face à Newcastle avec une marque de 4-1. Donc c'est vraiment intéressant. Milos Kerkez, d'ailleurs, qui a marqué son 2e but de la saison dans ce match-ci. Mais j'ai l'impression aussi que cette saison, ce qui fait plutôt en sorte que Bournemouth a certains résultats très positifs, c'est l'arrivée en prêt de Kepa Arrizabalaga de Chelsea, qui a joué 15 matchs, 4 jeux blancs, 53 arrêts et seulement que 19 buts concédés. Donc c'est vraiment, pour moi, le joueur qui fait la grosse différence cette saison du côté de Bournemouth, en espérant que Bournemouth vont décider de le garder à long terme pour continuer dans ses bons résultats. Non, vraiment, l'arrivée de Kepa Arrizabalaga, c'est vraiment, ça fait la différence, vraiment, à Bournemouth. Vraiment, qui, grâce à lui, vraiment, on su gagner vraiment des matchs importants. Et comme je l'ai dit tantôt, dès la semaine 13, vraiment, ça a été un changement total. Oui, un début de saison difficile, mais vraiment, depuis la semaine 13, surtout grâce aux grosses performances de Kepa Arrizabalaga, ça a vraiment été un gros game changer, si je peux le dire comme ça. Quand même, 4 jeux blancs, un de moins que quand même Alisson Becker. Donc ça, on peut comparer Kepa à Alisson Becker. C'est déjà une excellente amélioration pour Bournemouth, qui d'après moi avait vraiment besoin d'un gardien de but pour donner la confiance à une équipe qui a des excellents attaquants, dont Dangus Ouattara et Kluivert. Vraiment, c'est ces joueurs-là qui font la différence cette année. Allons-y maintenant avec les 8e de la Premier League, Aston Villa, qui vraiment, pour eux, il y a énormément de creux dans leur saison en ce moment. C'est 10 victoires, 6 matchs nuls et 6 défaites, 33 buts marqués contre 34 buts concédés pour un total de différentiel de -1. C'est notre première équipe d'ailleurs avec un différentiel dans le négatif. Il faut se dire que quelques équipes en bas d'eux, dont Brighton et Fulham, n'ont pas de différentiel dans le moins. Beaucoup de buts concédés, oui, mais ils ont quand même plus de buts marqués que de buts concédés. C'est quand même l'objectif qu'on veut. Fait qu'on a un des pires différentiels de la Ligue déjà là, en 8e position pour Aston Villa, qui, comme je l'ai dit, ont eu beaucoup de creux. D'ailleurs, à la semaine 13, ils étaient quand même en 12e position,
face à une défaite de 3-0 face à Chelsea. Donc vraiment, oui, on a quelques séquences de 2 victoires ou plus. De la semaine 3 à 5, on a eu 3 victoires. Après ça, 2 matchs nuls. À la semaine 8, une victoire. Après ça, de la semaine 9 à la semaine 13 qui était la défaite de 3-0 face à Chelsea, on a eu notre pire stretch de la saison en ce moment. On parle de 3 défaites et 2 matchs nuls. Donc déjà là, ça te fait 2 points en 5 semaines. C'est pas très bon si tu veux monter au classement. À la semaine 14 et 15, on a eu 2 bonnes victoires, oui, quand même. Une victoire face à Brentford 3-1, une victoire face à Southampton de 1-0. Mais après ça, on s'est fait battre par Nottingham Forest à la semaine 16. Oui, on a remonté la pente en battant quand même Man City 2-1, ce qui nous a remonté en 6e position. Mais après ça, une autre défaite face à Newcastle de 3-0 pour un autre match nul de 2-2 face à Brighton. Là, on a gagné 2 matchs de suite de la semaine 20 à 21, mais là, on vient de faire un match nul avec Arsenal. Heureusement, en fait, vu qu'on perdait 2-0 à la fin de la première mi-temps. Une belle remontée qui peut peut-être remonter la saison. On sait pas, on a quand même une quinzaine de matchs à jouer encore. Qu'est-ce que vous pensez d'Aston Villa cette année? Est-ce qu'on a un potentiel de remonter ou vraiment on a un manque en offensive? Peut-être qu'on a un potentiel à remonter, mais les joueurs vont devoir faire plus. Si je regarde ici, le seul joueur qui a 10 buts, c'est Ollie Watkins. Les autres, on a Durant, il y en a 7. Morgan Rogers en a 6. Ross Barkley en a 3. Amadou Onana en a 2. Donc vraiment, ce qui manque, c'est les buts. Rien rentre dans le filet. Et si je regarde avec la saison dernière, ils ont fini 4e du classement. Donc on voit très bien que cette saison, ils ont beaucoup de misère. Je vois pas c'est quoi le problème parce qu'ils ont quand même une équipe très forte. Donc je vois pas qu'est-ce qui ne marche pas. Sans Ollie Watkins, l'équipe ne marcherait pas plus. Donc, au moins qu'il est présent à l'équipe. Il y a quand même 10 buts, 4 passes décisifs. Donc, vraiment, je sais pas ce qui manque avec l'équipe. Peut-être qu'ils pourraient monter dans le classement si ils font mieux ou si les équipes en haut d'eux, ils dérapent. Mais sinon, ils vont quand même rester à la 8e place. C'est quand même très difficile cette saison pour Aston Villa. Surprenant, comme Chloé vient de dire, ils ont fini 4e la saison dernière. Et vraiment, avec la formation qu'ils ont, très surprenant qu'ils soient à cette place-ci cette saison. Oui, on manque de buts, mais on accorde aussi beaucoup de buts cette saison. Et la défensive a beaucoup de difficultés. On l'a vu dans le match contre Arsenal. Oui, on est revenu de l'arrière, mais sur les 2 premiers buts, ça a été difficile en défensive. On a quelques blessés, ça c'est sûr. Pau Torres qui a une blessure présentement. Ça va être vraiment important d'appuyer Emiliano Martinez, notre gardien de but. Emiliano Martinez, c'est un des meilleurs gardiens de but au monde. Il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné 2 fois la Copa América. Donc, c'est vraiment un gardien qu'il faut entourer avec une excellente défensive. Il faut vraiment, comme on dit, step up la défensive du côté d'Aston Villa. Et, comme Chloé a dit aussi, il faut step up au niveau des buts. Ollie Watkins, oui, il a 10 buts, mais ça a été long avant qu'il commence à marquer cette saison. John Durant, lui, 7 buts. Bon, c'est lui qui est souvent sur le banc, donc 7 buts pour un joueur qui rentre en fin de match, c'est quand même très bien. Faut quand même essayer de marquer plus. Et c'est dans cette optique-là qu'on est allé chercher l'attaquant du Borussia Dortmund, Daniel Malen, dans le transfer Windows. Donc, Daniel Malen qui devrait jouer dans les prochains matchs, dans les prochaines semaines, en espérant qu'il va venir appuyer des joueurs comme Watkins et Durant pour permettre vraiment à Aston Villa de marquer plus de buts et d'espérer de monter au classement pour essayer de finir dans une position assez semblable à l'an dernier. Mais il faut absolument resserrer la défensive. Moi, je pense qu'il faut aller chercher un défenseur central pour appuyer Emiliano Martinez. Ça va rester à voir ce qu'ils vont faire. J'ai l'impression aussi que peut-être Unai Emery, l'entraîneur, devrait peut-être quitter l'équipe. J'ai l'impression que dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de difficultés avec son effectif, avec le repos de ses joueurs. Ça a été difficile. Lui-même, il a admis que
beaucoup de joueurs avaient de la fatigue physique dans les dernières semaines. Donc, j'ai l'impression que peut-être Unai Emery a un peu de difficulté à gérer son effectif et que peut-être c'est lui qui devrait quitter l'équipe pour permettre à un nouvel entraîneur peut-être de revenir revigorer un peu Aston Villa pour les remettre dans une bonne position. Eux, comme je l'ai dit, qui ont une très bonne formation. Ça va être intéressant de voir ce que Aston Villa vont pouvoir faire. Donc, pour vous donner une idée, de la 10e place à la 4e place, donc les 10e en ce moment qui sont Fulham, 33 points, et les plus hauts à la 4e place, c'est Man City avec 38. Donc, vraiment, dans ce top 10-là, ça va vraiment être intéressant de voir ce qui va se passer. Parce que là, dans cette 4e, 5e et 6e place-là, on a une place en Champions League, une place en Europa League et une place en Conference League. Ça va vraiment être important pour ces joueurs-là, non seulement les joueurs, mais les équipes, de, comme tu as dit Étienne, step up de game pour pouvoir se qualifier potentiellement pour une des compétitions européennes pour élever le prestige, évidemment. Allons-y maintenant avec Brighton, qui sont en 9e place. Eux ont 8 victoires, 10 matchs nuls et 4 défaites. Une des équipes de la Premier League qui ont le plus de matchs nuls. D'ailleurs, ce qui peut être à leur avantage, si on peut le voir comme ça. 35 buts marqués, 30 buts concédés pour un différentiel de plus 5. Donc déjà un meilleur différentiel que Aston Villa avec leur cette année moins 1. Donc Brighton, pour eux, ils ont quand même bien commencé la saison. Ils ont été quand même dans un bon top dans la ligue, avec une première victoire face à Everton de 3-0, une autre face à Manchester United de 2-1. Donc on avait bien commencé la saison, mais ensuite aucune victoire jusqu'à la semaine 7, où est-ce qu'on a battu Tottenham 3-2, et une autre victoire de suite face à Newcastle United de 1-0. En ce moment-là, on était 5e. Donc, quand même, ça allait assez bien pour Brighton à ce moment-là. Sur un excellent but, d'ailleurs, de Danny Welbeck à ce match-là. Après ça, le 26 octobre, à la semaine numéro 9, un match nul face à Wolverhampton. Toujours 6e encore une fois. Là, on est redescendu à la 6e place, malgré qu'on était à la 5e la semaine d'avant. Après ça, une lourde défaite face à Liverpool de 2-1, ce qui les ramenait à la 8e place, pour ensuite en gagner 2 de suite face à Man City et Bournemouth. Un autre match nul de 1-1 face à Southampton. Et vraiment, cette 13e semaine-là marque vraiment un déclin dans le classement pour Brighton. On y va comme suit. Donc, quand on a fait un match nul contre Southampton, on était à la 4e place. Les matchs vont comme suit. Défaite de 3-1 face à Fulham. Match nul face à Leicester de 2-2. Défaite de 3-1 face à Crystal Palace. Match nul face à West Ham. À ce moment-là, le 21 décembre, Brighton sont descendus à la 10e place. Il faut se rappeler qu'ils étaient 4e le 29 novembre. Donc en un mois, vraiment, les choses ont vraiment éclaté complètement. Après ça, on a été sur une série de 4 matchs nuls contre West Ham United, comme j'ai dit, de 1-1. Un match nul de 0-0 face à Brentford. 2-2 face à Aston Villa et 1-1 face à Arsenal. C'est seulement dans les 2 dernières semaines qu'on a réussi enfin à obtenir des points importants. Victoire face à Ipswich 2-0 et une victoire de 3-1 face à Manchester United. Donc vraiment une saison un peu va-et-vient. En ce moment, Brighton sont 9e au classement avec seulement 2 victoires à leurs 5 derniers matchs. Mais quand même, on est capable d'aller chercher des points. C'est ça qui va vraiment être déterminant au classement pour eux. C'est vraiment ça qui va faire la différence dans leurs 10 matchs nuls. Ces petits points-là qui peuvent être déterminants pour potentiellement aller se classer dans une compétition européenne comme potentiellement la Conference League ou la Europa League. Encore une fois, ça va être à voir. Brighton, est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous êtes pas déçus? Dites-moi ce que vous en pensez. Dans le fond, moi, je suis pas vraiment déçu. Ça va toujours rester pour moi une équipe qui reste dans le milieu du classement. Mais ça me surprend un peu qu'ils sont dans le milieu du classement parce qu'ils ont quand même des bons joueurs. Comme si je regarde Yao Pedro qui a joué 16 matchs, 5 buts, 5 passes décisives. Danny Welbeck en 16 matchs, 6 buts, 2 passes. Simon
Adingra qui a 15 matchs joués, 2 buts, 1 passe, c'est pas très bon non plus. Mais je veux dire, personne des joueurs ont 10 buts. Fait que c'est un peu difficile cette saison. Je dirais pas déçu, je dirais qu'ils sont un peu pareils comme la saison dernière. C'est un peu difficile, mais qu'ils restent au moins dans le milieu du classement. Il y a un bon milieu de terrain. Kaoru Mitoma qui a joué les 22 matchs, il a 5 buts, 3 passes. Donc au moins lui il est présent dans l'équipe. Parce que sinon, les autres joueurs ont un peu plus de difficultés. Je vois pas beaucoup de buts, pas beaucoup de passes décisifs. Donc, si l'équipe marquerait plus de buts, c'est sûr qu'ils monteraient dans le classement. Mais d'après moi, ils vont rester dans le milieu du classement cette saison. Effectivement, on a des gars comme Kaoru Mitoma qui a 5 buts, 3 passes décisives. Donc, un milieu de terrain qui fait le travail, qui a joué tous les matchs, d'ailleurs, avec ses 22 matchs joués. Mais c'est quand même assez partagé du côté des attaquants. On a, comme tu as dit, Yao Pedro 5 buts, Danny Welbeck 6 buts, Simon Adingra 2 buts, un peu plus décevant peut-être de sa part. Mais je vois un peu un scénario Arsenal dans le sens où on a peut-être un manque, pas un manque en fait, je dirais plus peut-être, est-ce que l'acquisition vraiment d'un attaquant, vraiment numéro 1 de pointe, est-ce que ça serait ça qui manque à Brighton dans ces semaines quand même assez cruciales? Moi, je pense qu'effectivement, il va falloir que Brighton aille chercher un attaquant ou un joueur qui est reconnu pour marquer plusieurs buts. Comme vous avez dit, les joueurs n'ont pas beaucoup de buts. C'est difficile de marquer du côté de Brighton. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans cette position où on est présentement. Yao Pedro, Danny Welbeck, Yakuba Minte, Jorginho Rutter, c'est des très bons joueurs, des bons marqueurs, mais cette saison, ça fonctionne pas. Le plus haut marqueur, c'est Danny Welbeck qui a 6 buts. Donc, il faut absolument aller chercher un joueur, pas nécessairement un attaquant, ça peut être un milieu de terrain offensif, mais il faut aller chercher quelqu'un qui puisse mettre le ballon au fond du filet régulièrement, si on veut vraiment avoir des meilleurs résultats. Je pense que le fait d'avoir laissé partir à la fin de la saison dernière Pascal Gross, ça a été une erreur. On aurait dû, selon moi, garder Pascal Gross. Maintenant que c'est fait, faut penser au remplacement, faut penser au futur, faut penser à qu'on veut rester en Premier League, qu'on veut être une équipe qui compétitionne en Premier League. Donc, il faut absolument aller chercher quelqu'un qui marque régulièrement du côté de Brighton. J'ai peut-être une petite théorie, parce qu'on parlait de Federico Chiesa tantôt. Est-ce que peut-être ce joueur pourrait être un potentiel, comment je pourrais vous dire ça, un potentiel joueur qui pourrait être intéressant pour des clubs qui ont un léger, plutôt je veux pas dire flagrant, mais qui ont un manque d'attaque dans la Premier League. Est-ce que Brighton pourrait être intéressant pour Federico Chiesa selon vous? C'est possible. La question, c'est est-ce que Federico Chiesa veut aller jouer pour Brighton et est-ce que Liverpool est prêt à laisser partir Chiesa et surtout à quel prix on va vouloir laisser partir Chiesa si on le laisse partir du côté de Liverpool. Et est-ce que Brighton serait prêt à payer, je vais donner un chiffre au hasard. Disons que Liverpool veulent pour Federico Chiesa 32 millions d'euros. Est-ce que Brighton serait prêt à payer 32 millions d'euros pour Chiesa? Je pense pas. Je suis pas sûr que Brighton serait prêt à payer ça. Si on regarde les joueurs qu'ils n'ont pas payé très cher pour tous les joueurs qu'ils ont dans leur formation. Donc moi, j'ai l'impression qu'on n'ira pas chercher de joueurs du côté de Brighton. On va se contenter de ce qu'on a jusqu'à la fin de la saison. Et on va prendre le pari d'essayer de terminer dans une position respectable pour nous, sans avoir été chercher de renfort pendant la période des transferts. Ça va être intéressant de voir ce qui va en suivre pour Brighton. Allons-y maintenant avec notre 10e équipe du classement, notre juste milieu, Fulham, qui en 22 matchs ont 8 victoires, 9 matchs nuls et 5 défaites. 34 buts marqués quand même contre 30 alloués, pour un différentiel quand même assez bien pour Fulham de plus 4. Eux, vraiment, leur cheminement est assez va-et-vient. Notre plus haut classement cette année a été la 6e place. On l'a été à la semaine 6 et à la semaine 14, mais depuis la semaine 14, justement, on n'a qu'une seule défaite face à West Ham
de 3-2 le 14 janvier. Donc, on trouve une certaine constance du côté de Fulham quand même depuis cette fameuse semaine 14, une victoire de 3-1 face à Brighton d'ailleurs. Est-ce que selon vous, Fulham est une équipe qui est capable de rester constante et qui est capable de rester dans un top 10 au classement de la Premier League ou à un moment donné leur log va tomber? D'après moi, c'est une équipe qui peut rester dans le top 10. Moi, je pense pas qu'ils peuvent flopper plus que ça. Si je regarde leur équipe, elle est assez chargée. Tout ce qui manque, c'est un peu comme Brighton, il manque des buts. Si je regarde l'équipe, là, les attaquants, il y a Raúl Jiménez qui a joué les 22 matchs, il y a 8 buts et 2 passes. 8 buts, oui, mais c'est quand même pas plus que 10. Moi, je dis que quand t'es à 10 buts et plus, c'est là que ça marche vraiment. Moi, je trouve qu'il y a un peu de difficulté cette saison. Si je regarde un autre attaquant, par exemple, Rodrigo Muniz, qui a 3 buts en 21 matchs. Fait que vraiment, moi, je pense que le problème, là, c'est vraiment encore le manque de buts. Alex Iwobi qui a 7 buts, 3 passes. Adama Traoré, 2 buts, 3 passes. Et c'est tous des joueurs qui ont joué tous les matchs à date. Si je regarde aussi les milieux de terrain, Andreas Pereira il a 2 buts. Harry Wilson a 5 buts. Tom Kearney, 1 but. Emile Smith-Rowe qui a 4 buts, 2 passes décisives. Fait que, comme j'arrête pas de me répéter, c'est un peu comme Brighton, il manque de buts. Pour moi, je pense vraiment que Fulham, d'ailleurs une équipe que j'adore, c'est vraiment une équipe position 9 à 15, je dirais, avec la formation qu'ils ont. C'est pas des mauvais joueurs qu'ils ont. Raúl Jiménez, c'est un de mes joueurs préférés, mais bon, il est vieillissant, premièrement. Deuxièmement, c'est vraiment des joueurs, pas de niveau moyen, je dirais que c'est de bon niveau qu'ils ont, mais c'est quand même une équipe qui globalement, pour moi, est position 9 à 15 à chaque saison. Disons que la défensive a un peu de difficulté aussi cette saison, ça aide pas non plus. Donc vraiment, il faut améliorer selon moi la défensive si on veut espérer de meilleurs résultats. Je pense que avec Raúl Jiménez et Alex Iwobi qui vraiment, bon, ont pas 10 buts comme Chloé a dit, mais quand même 8 et 7 buts, c'est quand même respectable en Premier League surtout. Je pense qu'on peut bâtir sur ces deux joueurs-là avec Muniz, avec Traoré. Mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment améliorer légèrement la défensive. Peut-être un nouveau défenseur central pour vraiment aider à renforcer cette défensive-là et espérer rester, comme je l'ai dit, dans les positions 9 à 15 pour continuer à compétitionner en Premier League. Pour Fulham, c'est pas vraiment de se rendre dans le top 6 et de faire partie d'une compétition internationale. Pour eux, c'est vraiment de compétitionner et de rester en Premier League pour essayer de s'améliorer à chaque saison. Un des joueurs qui se démarque très bien cette saison, c'est Anthony Robinson, qui a 9 passes décisives. Pour un défenseur, c'est excellent. Si on n'aurait pas lui comme défenseur, il n'y aurait pas eu ces 9 passes décisives. Fait que ça aurait été un peu plus difficile pour les attaquants de se démontrer. Il faut aussi souligner, parlant d'attaquants, que Raúl Jiménez, lui, il y a quelques semaines, a réussi à marquer 2 buts dans un match et est devenu, par le même fait, le meilleur buteur mexicain de l'histoire de la Premier League. Donc, c'est quand même un exploit qu'il faut souligner pour l'attaquant Jiménez. C'est ce qui va conclure notre première partie sur le classement des équipes de la Premier League cette saison. On vous revient plus tard cette semaine avec les équipes classées 11 à 20. Merci encore une fois tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère, comme à l'habitude, que vous avez été instruits autant que divertis. Merci et bonne soirée.